Bonjour les cinquièmes, je remercie déjà toutes celles et ceux qui m'ont envoyé leur blason. Hein, vous avez vraiment rivalisé en termes d'esprit créatif, c'est bien. Alors juste un petit point vidéo sur les symboles que vous avez choisis, également les couleurs, puisque du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, la signification des couleurs a vraiment son importance. Alors pendant très longtemps, le vert était assimilé à l'espoir, le bleu était une couleur plutôt liée à la Vierge, hein. C'est pour ça que Marie étant la protectrice du royaume de France, eh bien le blason des rois de France a été très longtemps à fond bleu. Bref, une créativité vraiment débordante, je le disais, vraiment liée aussi aux chevaliers. Alors vous avez également tous rempli vos activités plutôt avec pas mal de conscience, donc les chevaliers et les nobles. Donc vous avez pu vous rendre compte que la vie de chevalier était vraiment quelque chose d'assez important à l'époque et surtout d'assez codé, puisque le chevalier ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et c'était surtout quelque chose d'assez contraignant. Le chevalier devait se battre pour son seigneur, devait également remplir certains devoirs moraux liés à un véritable code qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines civilisations. Les Aztèques en Amérique centrale avaient aussi leurs chevaliers, qu'ils appelaient les guerriers aigles ou léopards, et de l'autre côté de la planète, les samouraïs japonais avaient eux aussi leur propre code de conduite ou d'honneur, ce qu'ils appelaient le Bushido. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est évoquer un tout petit peu l'histoire de France en évoquant bien, la construction du territoire elle-même et savoir comment le roi de France a pu peu à peu imposer sa volonté aux autres grands du royaume. On a vu lorsque nous étions encore en cours ensemble que au tout début, je vous demande de regarder à nouveau votre carte de séance 1, le roi de France au début il contrôle très peu de choses, il contrôle à peine Paris, Orléans et à part ça, il est vraiment dépassé par tous les autres grands seigneurs et barons du royaume. Il n'arrive pas à se faire obéir, des seigneurs brigands pillent son propre domaine. Bref, comment va-t-il réussir à s'imposer? Eh bien, il va réussir à s'imposer en premier lieu face à son plus grand rival. Pendant toute l'histoire médiévale, le plus grand rival des rois de France va être le roi d'Angleterre. Alors pourquoi cette rivalité et que fait un roi d'Angleterre en France? Eh bien pour cela, remontons à 1066. Pourquoi cette date? Puisque c'est à cette date qu'un duc, le duc de Normandie, vous vous rappelez, Normandie qui a été fondée par les Vikings, ce duc s'appelle Guillaume, le bâtard. C'est pas très glorieux comme surnom, hein, le bâtard, puisque c'était le fils bâtard du dernier duc de Normandie qui s'appelait Robert. Décide d'envahir l'Angleterre, il réussit, vainc les Anglais à Hastings, une bataille située au sud de l'Angleterre, et devient lui-même roi d'Angleterre. Et là, le roi de France va donc être obligé d'affronter le roi d'Angleterre qui est aussi duc de Normandie. Donc il est à la fois roi d'Angleterre, mais il a aussi un domaine en Normandie. Les choses vont empirer pour le roi de France à partir du XIIe siècle, puisque ce duc de Normandie va aussi devenir par alliance, mariage, duc d'Anjou, c'est-à-dire du centre de la France, et également duc d'Aquitaine. Le roi d'Angleterre va posséder quasiment la moitié de la France. Roi d'Angleterre, pardon. Donc cette dynastie anglaise qui régnait aussi en France s'appelait les Plantagenets, puisqu'ils avaient pour coutume de porter une branche de genêt à leur chapeau. Ces Plantagenets vont poser un réel problème au roi de France pendant quasiment 100 ans. Alors comment vont-ils se débrouiller? Eh bien, rendez-vous à la prochaine activité à la rentrée. D'ici là, bonnes vacances à tous et prenez soin de vous.